Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026 et nos chers amis, le colonel Larry Wilkerson et Larry C. Johnson, sont avec nous. Bon retour parmi nous. Ouais, je fais ça pour protester. Tu es habillé comme un directeur de pompe funèbre. Remarquez ça, c'est un peu sombre. D'accord, mais je vais rester dans le coin. Oui, laissez-moi commencer par les dernières rumeurs qui circulent. Il semble qu'il y ait une divergence entre Marco Rubio et Pete Hegseth. Je ne sais pas dans quelle mesure ces rumeurs sont vraies ou si elles ont un lien avec la réalité de ce qui se passe. Mais la rumeur dit qu'il y a un désaccord entre Rubio et Hegseth. Hegseth voudrait envoyer des troupes en Iran et Marco Rubio aurait dit non, que ce serait une guerre longue. Voilà, ce sont le genre de choses qui circulent à Washington en ce moment. Nous ne savons pas si quelque chose de ce genre se produit réellement, mais voici ce qu'Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré dans son interview à propos de l'invasion. Il stade d'une Heydam Heztru Kamotse. Non, nous les attendons. Tu as que l'armée américaine envahisse avec troupes seules. Oui, Parce que nous sommes convaincus que nous pouvons les affronter. Et ce serait une grande catastrophe pour eux. Donc, vous dites que l'Iran est prêt et disposé à affronter l'armée américaine s'il y avait des troupes au sol. Eh bien, nous étions encore plus prêts pour cette guerre que pour la précédente. Vous pouvez voir la qualité de nos missiles, à quel point ils ont été améliorés depuis la dernière guerre, car nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous sommes préparés à toute éventualité. Même, vous savez, une invasion terrestre. Nos soldats sont prêts à faire face à n'importe quel scénario. Quand j'ai dit que nous les attendions, je ne voulais pas dire que nous attendions la poursuite de la guerre. Non. Je voulais dire que nous nous sommes préparés à affronter tout scénario, toute éventualité, toute possibilité, et nous savons que nous pouvons y faire face. Vos alliés, la Russie et la Chine, vous aident-ils? Eh bien, ils nous soutiennent politiquement et autrement. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Vas-y. Ce que j'aime, Nima, c'est cette ignorante journaliste de NBC. Vous doutez de l'Empire, vous oseriez douter de ce que Trump dit sur l'armée absolument parfaite de l'Empire. oui, je veux dire, si tu voulais mettre une photo dans le dictionnaire à côté du mot stupéfait, ce serait sa photo. Ça résume parfaitement le moment. Dans quelle mesure cette idée d'envoyer des troupes en Iran, et il parlait d'utiliser un groupe terroriste kurde pour envahir l'Iran depuis l'Irak, depuis le Kurdistan, et tout cela, fait-elle partie de cette machine de propagande? Parce qu'il semble y avoir quelque chose dans l'esprit de l'administration Trump. Ils ont vraiment le sentiment qu'ils peuvent agir sur le terrain. Quelle est votre compréhension de cela? Araghchi a raison, je pense. Essentiellement à la fois dans le concept général qu'il a évoqué, à savoir que l'Iran est prêt, et dans l'idée précise qu'il a sous-entendue, à savoir qu'ils peuvent gérer la situation. Commençons par les Kurdes. Les Kurdes, d'après mon expérience, ayant eu affaire à eux de manière assez approfondie pendant l'opération Provide Comfort, à la fin de la première guerre d'Irak, si l'on peut dire, sont leurs propres pires ennemis. Qu'ils soient dans le nord de l'Irak, en Iran, en Syrie ou dans le sud-est de la Turquie, ils sont leurs propres pires ennemis. Dans ce cas, s'ils devaient se joindre à l'action, non seulement ils feraient face aux hélicoptères que la Russie a envoyés à la dernière minute, expressément pour cet objectif, et ils connaîtraient l'enfer, mais ils auraient aussi Erdogan arrivant par l'arrière pour en finir avec eux une bonne fois pour toutes. Donc tu veux inviter Erdogan dans ce conflit alors qu'il n'a montré
aucun intérêt jusqu'à présent, fais ça et essaye de rendre les Kurdes un tant soit peu viables avec la manière dont tu les armes et tout le reste pour des opérations en Iran. Et puis le plus gros problème, c'est nous. Si tu as raison à propos de la division, alors Rubio a enfin raison sur quelque chose. Un désastre. Un désastre absolu. Tu ne trouverais pas assez de coques amphibies, Nima, pour lancer une invasion des marines. C'est à peu près la seule façon dont on pourrait le faire, compte tenu des circonstances. Et s'ils étaient envoyés, il n'y en aurait pas plus de 50 000, et je dirais qu'ils seraient engloutis en très peu de temps. On perdrait tous ces gens, soit en prison, soit morts, soit un mélange des deux. Même en mobilisant le pays, on ferait face à de vraies sérieuses conséquences sur le plan intérieur. Je ne pense pas que nous pourrions instaurer la conscription, c'est-à-dire un service militaire obligatoire, parce que beaucoup de gens iraient au Mexique et au Canada. J'en suis tout à fait certain, ayant passé la dernière décennie à parcourir de nombreux campus à travers le pays, en organisant des symposiums du Forum sur les forces entièrement volontaires, de l'Université d'État de l'Ohio à celle de San Angelo au Texas, en passant par William & Mary et l'Université catholique ici, sur la côte Est. Nous avons vraiment pu mesurer ce que ressentent les jeunes, même parmi ceux des programmes ROTC dans des établissements comme l'Université d'État de l'Ohio, où une femme nous a dit « Je suis ici, je le dis avec regret, pas vraiment pour mon pays, je suis ici parce que c'est gratuit. » Lorsque nous leur avons demandé s'ils serviraient ou non, la réponse a été massivement négative. Cela, à lui seul, poserait un énorme problème. Et même si nous essayons de mobiliser, nous n'avons pas d'appareil de mobilisation, y compris un système de service sélectif fiable. Nous n'avons tout simplement pas la capacité de mobiliser. Et tu devrais le faire, Nima, parce que nous ne pourrions pas, même avec l'armée sur place. À tout moment, environ 10 à 20% de l'armée est non déployable pour diverses raisons. Grossesse, autres problèmes de ce genre. Ils ne sont pas déployables. Donc tu pourrais peut-être en mettre suffisamment sur le terrain en Iran pour tenir une semaine ou deux, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas décimés pendant le débarquement. Ce n'est pas Desert Shield ni Desert Storm. Ce ne l'est tout simplement pas. À l'époque, nous prenions 6 mois pour tester les unités, les envoyer au National Training Center, et ainsi de suite. S'il s'agissait d'unités de réserve, on leur disait qu'elles ne pouvaient pas partir si elles échouaient, et qu'elles pouvaient partir si elles réussissaient. La Géorgie avait une brigade qui a échoué, et les politiciens de Géorgie étaient vraiment furieux contre Powell, parce qu'il refusait de les envoyer. Nous avons pris la brigade du Texas à la place parce qu'elle avait réussi au Centre national d'entraînement. Donc, ce genre de processus n'est tout simplement pas envisageable pour ce pays aujourd'hui, comme il pouvait l'être à l'époque. Bouclier du désert, tempête du désert. Nous n'avons plus les forces nécessaires, ni l'appareil de mobilisation. Et au passage, les réserves sont les composantes les plus sous-dotées de tous nos services. Hôpitaux, infirmiers, médecins, dentistes, vous pouvez tout citer. Nous ne les avons pas. C'est une plaisanterie de dire qu'on va partir en guerre dans ces conditions. Une plaisanterie qui entraînerait très vite de nombreuses pertes graves. Donc sur ce point, Rubio a raison. Eh bien, laissez-moi le dire. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce serait une excellente idée, à condition, et c'est là la mise en garde essentielle, que Pete Hegseth mène la colonne. Avec Dieu à ses côtés. Non, juste un grand t-shirt Target. Non, écoutez, je suis d'accord avec tout ce que le colonel Wilkerson a dit. Je veux dire, c'est absurde, ridicule. Mais c'est le signe de notre désespoir, parce que la stratégie de puissance aérienne ne fonctionne pas très bien. Quand on prend du recul et qu'on réalise que l'Iran, en 6 jours, a détruit pour 5 milliards de dollars de systèmes radars, aveuglant complètement les États-Unis et Israël, ils avaient 2 types de radars différents.
L'un était un ANTPI et l'autre un ANFPS. Et je veux dire, l'un d'eux coûtait entre 500 millions et 1 milliard de dollars, et les autres dépassaient le milliard. 5 d'entre eux sont hors service, détruits. Donc nous ne recevons plus d'alerte précoce. Ils ont environ 1 minute d'avertissement. Oups, tir entrant. Ils ont fait ça. Les Iraniens ont anéanti des bases américaines, au moins 8 dans la région, ainsi que des infrastructures et des bureaux de la CIA. Donc, malgré tout le discours optimiste, vous savez, ce même type qui travaillait pour Zelensky à Kiev, celui qui sortait pour dire « Oui, les Russes ont tiré leurs missiles, nous en avons abattu 95%. » Ce gars-là travaille maintenant dans le Golfe Persique. Il aide le Pentagone, il aide l'amiral Brad Cooper. Oui, nous les avons anéantis à 90%. Oui, oui. Alors comment diable ont-ils fait exploser ton radar à 1 milliard de dollars? Parce qu'on voit bien que c'est un drone qui l'a fait. Dans un cas, on voit le drone sortir. Boum! Où était donc notre système de défense aérienne tant vanté? Le gaslighting qui se passe en ce moment de la part du Pentagone. Je veux dire, on l'a déjà vu. On l'a vu pendant la première guerre du Golfe. On l'a vu en 2003. Et on l'a vu en Irak avec l'opération Iraqi Freedom ou Enduring Freedom. Tu sais, OEF et OIF et EIEIO. Donc oui, l'illusion est forte en ce moment à Washington. À ce sujet, Epic Fury était un excellent choix de nom. Ça va être épique, mais pas dans la direction que nous avions prévue. Eh bien, Nuft EF pour tenir un échec. Oui, ce serait plus approprié. Mais certaines personnes l'appellent fureur épique. Oui, c'est vrai aussi. Colonel, je pense que l'un des principaux objectifs de cette guerre, si elle se prolonge, serait les munitions. L'un des types de munitions les plus importants est ce qu'ils appellent le roi du champ de bataille dans une guerre d'usure. Et voici ce qu'a dit Pete Hegseth. Nos stocks d'armes défensives et offensives nous permettent de soutenir cette campagne aussi longtemps que nécessaire. Notre avantage en munitions ne cesse de croître à mesure que le conflit se prolonge. Tu sais, c'est presque comme si Nima, une pratique courante, et cela inclut les récents rapports sur l'emploi, qui sont maintenant complètement discrédités, consistait à prendre sa faiblesse, à s'y concentrer, puis à mentir en prétendant que ce n'en est pas une. C'est incroyable la façon dont ils font cela. Je pense qu'ils doivent avoir une équipe de personnes qui courent partout pour repérer tout ce qui est sérieusement défaillant, sur le plan militaire, économique ou autre, puis à élaborer les mots qu'ils vont lancer au peuple américain et finalement au monde entier pour neutraliser cette faiblesse ou la critique qui la met en lumière. Cela inclut bien sûr Epstein, d'une certaine manière grandiose. Mais ce dont il parle est du pur non-sens. Nous avons en réalité sillonné le terrain, pour ainsi dire, avec des équipes cherchant à obtenir des réponses. Et quand je dis « nous », il s'agit de RTX, de Lockheed Martin, de Grumman et d'autres, qui essayent de déterminer ce qu'il serait possible de faire pour augmenter la production de divers éléments essentiels, dont les missiles de défense aérienne Patriot. Nous avons trouvé un ensemble de facteurs, mais l'un d'eux, comme Anamwe, est qu'il n'existe tout simplement pas les installations nécessaires pour le faire. La deuxième chose que nous avons constatée, par exemple en Arkansas, c'est une certaine réticence à le faire, car les ensembles de données techniques comportent des restrictions si strictes qu'elles visent à maintenir le contrôle du matériel propriétaire par le contractant principal. C'est devenu une pratique courante parmi les 5 ou 6 grands, RTX, Lockheed, Grumman, et ainsi de suite. Donc la situation n'est pas très encourageante, même si nous pouvions aller de l'avant. Et puis en plus de ce problème,
il y a la question d'un délai de 6 mois à 1 an, simplement pour augmenter la production jusqu'à ce qu'on appelait autrefois la LRIP, production initiale à faible cadence, qui, comme son nom l'indique, est un rythme assez bas. Atteindre une production élevée prendrait de 18 mois à 2 ans. Et nous parlons ici de munitions sérieuses comme les Tomahawk et d'autres armes similaires. Et nous parlons aussi, m'a-t-on dit, de plus en plus, et Larry en sait peut-être plus que moi à ce sujet. J'ai eu une petite conversation avec Doug à ce propos, Doug McGregor. Nous consommons des munitions à guidage de précision si rapidement que nous en sommes maintenant à larguer des bombes classiques comme au Vietnam. C'est incroyable que nous fassions voler ces flottes d'avions valant des milliards de dollars, des F-35, des F-15 à long rayon d'action, et ainsi de suite, des appareils très coûteux pour y larguer des bombes classiques, si c'est vrai. Et je ne soupçonne pas une seconde que ce ne soit pas vrai. Nous sommes à court de munitions guidées de précision, autrement dit, de PGM, ce qui a probablement été notre plus grand avantage, même si cela tend à diminuer par rapport aux autres armées du monde. Cet incroyable stock de PGM, dont beaucoup sont largués depuis les pylônes de certains types d'aéronefs. Si c'est vrai, alors nous sommes vraiment dans de beaux draps en ce qui concerne cette guerre aérienne que nous pensons pouvoir gagner pour remporter le conflit. J'ai aussi compris, et Larry en sait peut-être plus que moi à ce sujet, que les Iraniens ont appris des Serbes à l'époque où Bill Clinton les a bombardés pendant 68 jours. Ils ont installé là-bas des silhouettes en carton, des découpes, et nous avons des pilotes qui font voler ces avions valant des milliards de dollars, comme les F-35, qui, soit dit en passant, ne sont actuellement opérationnels qu'à environ 42%. C'est exactement ce que tous ceux qui ont critiqué le programme avaient prédit depuis le début. Ils rapportent ces cibles comme des victoires. Ils disent, comme en Serbie, « J'en ai eu un, j'en ai eu un, j'en ai eu un. Regardez la télémétrie de mon avion, regardez les photos. » Et en réalité, ce qu'ils touchent, c'est du carton qui a peut-être coûté $50 aux Iraniens à assembler et à installer. Il y a donc beaucoup de mensonges, Nima. Beaucoup de mensonges. Oui, ça rappelle un peu le Vietnam. Tu sais, les bilans de morts, quand le Pentagone s'était mis en tête de diffuser une version des faits selon laquelle on tuait beaucoup plus de Vietnamiens que ce n'était réellement le cas. Donc tu vois, on continue d'entendre dire que le B-2 a été utilisé et qu'ils ont largué des bombes, des bunker busters en Iran. Eh bien, peut-être que oui. Mais ce qui me paraît étrange, c'est que souviens-toi, après que Trump a mené l'opération, tu sais, Midnight Fury, ou peu importe comment ça s'appelait en juin dernier, en moins de 24 heures, on avait des photos satellites fournies par l'administration disant « Regardez, voyez, voilà ce qu'on a fait. Vous pouvez voir les dégâts. » Là, on ne les a pas. Donc c'est bizarre, non? Parce que si on est vraiment efficace et qu'on a l'impact sur l'Iran qu'on prétend avoir, qu'on montre les photos, on ne les voit pas. Donc oui, j'ai vérifié la réduction de JDAM. Nous avons probablement, eh bien, nous ne manquons pas de JDAM. En revanche, nous manquons de THAAD, les systèmes d'armes de défense de zone à haute altitude terminale. Ces missiles sont produits à raison d'environ 79 par an, pour un coût de 12 à 13 millions de dollars chacun. Et je suppose qu'il n'existe que 9 ou 10 unités dans le monde, car ils ne peuvent en fabriquer qu'un ou deux par an dans les bonnes années. L'Iran en a déjà détruit 3 en une semaine. Donc vous voyez, ils sont affaiblis sur ce front. Même s'ils avaient des missiles à tirer, ils n'ont pas les systèmes nécessaires pour les lancer. Encore une fois, nous confondons sans cesse notre prétendue supériorité technologique avec une garantie de victoire. Et moi, vous savez, j'ai regardé hier avec le colonel Larry Wilkerson. Nous étions avec Danny Haiphong et nous avons vu Pete Hegseth, de fait que nous avons périth Aaron,
une contrôle du ciel. Et, vous savez, je me suis dit, eh bien, bon sang, nous contrôlions aussi le ciel au-dessus de l'Irak. Cela n'a pas garanti la victoire. Nous avons contrôlé le ciel au-dessus de l'Afghanistan pendant 20 ans. Bon sang. Quel en a été le résultat? Donc, vous savez, le simple fait d'avoir la suprématie aérienne ne veut rien dire, à moins de déployer des troupes au sol. Et comme le colonel Larry Wilkerson l'a si bien décrit, nous n'avons pas la main-d'œuvre nécessaire. Nous n'avons pas la logistique. Bon sang, comment les mettriez-vous même en place pour entrer dans le pays? Parce que c'est plus, vous savez, il y a 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, à la veille du jour J, quand nous pouvions rassembler des troupes dans des zones sans que les Allemands sachent exactement où nous étions et ce que nous faisions, faute d'un ISR sophistiqué. Aujourd'hui, à l'ère de l'ISR sophistiqué, on ne peut plus cacher cela. C'est impossible. L'administration va rencontrer des difficultés, probablement d'ici la fin de la semaine prochaine, car elle sera à court de batteries de missiles Patriot ou de missiles Patriot, les PAC-3. En fait, il semble qu'ils commencent déjà à revenir aux anciens PAC-2, faute de PAC-3 disponibles. Il y aura donc des pénuries qui apparaîtront dans certains domaines. Et puis, il y a, disons, l'usure opérationnelle. Si ces avions décollent et volent tous les jours, effectuent les rotations de mission, les ravitaillements en vol, à un moment donné, il y aura des accidents. Et il y aura aussi des pannes de matériel. C'est inévitable. Oui. Et pour compléter ce que tu dis, Nima, d'après ce que j'entends, peut-être pas entièrement exact, mais provenant de sources raisonnablement fiables, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de larguer des munitions depuis les pylônes d'ailes, sauf à distance. Donc si tu veux les larguer à distance pour réduire ton exposition à ce que les Iraniens pourraient avoir, et les pertes de F-15 suggèrent que cette exposition est loin d'être négligeable, tu ne vas pas atteindre ta cible la plupart du temps. Même si le JDAM transforme en théorie la bombe classique en munition à guidage de précision. Nous l'avons découvert en soutenant les Saoudiens pendant la guerre au Yémen, car les pilotes saoudiens, aussi courageux soient-ils, les larguaient souvent un peu trop tôt, si l'on peut dire. Et ce qui se passe alors, c'est qu'on se retrouve avec une bombe stupide à la fin de sa trajectoire et qu'on finit par bombarder des hôpitaux, des écoles pour enfants et des bus avec 48 gamins à bord, des choses de ce genre, tout en laissant l'insigne de Raytheon sur le bus. Donc c'est un problème. Et en plus de cela, j'entends aussi dire que nous sommes, comme Larry l'a mentionné, en train de manquer de ces munitions essentielles. Cela va en gros permettre à ce qui se passe déjà, simplement à cause du taux d'usure, de s'aggraver. De plus en plus de missiles iraniens de toutes catégories. Et je ne pense même pas qu'ils aient encore utilisé leur tout meilleur contre Israël. Il y a une raison pour laquelle le vieux Bibi prend l'avion plus souvent qu'un steward d'une grande compagnie aérienne. Il ne veut pas être tué, et c'est une possibilité très réelle. Ils ont déjà visé plusieurs endroits où ils pensaient qu'ils se trouvaient et les ont complètement détruits. Ils n'y étaient pas, car ils voyagent partout dans le monde. Je crois que Larry l'a souligné dans un autre podcast hier, mais j'entends de plus en plus dire, de la part de mes amis britanniques aussi, que c'était une opération sous fausse bannière contre les Britanniques à Chypre ou dans le sud de la Grèce où que ce soit. Et ils le savent maintenant. Starmer ne fait aucune déclaration publique à ce sujet, ni rien, mais c'en était bien une. Il y a donc une certaine dissension au sein de l'état-major militaire britannique sur la manière de réagir à cela, ou même sur l'opportunité de réagir tout court. Farage se rend à Mar-a-Lago pour dire à Trump apparemment
qu'il soutient pleinement l'accord mauricien avec les habitants des Chagos afin de permettre l'utilisation américaine de Diego Garcia. Et en même temps, Starmer déclare que tant que c'est défensif, il n'est pas pour quoi que ce soit d'offensif. Mais si c'est défensif, et maintenant ils utilisent cette attaque à Chypre comme justification pour qualifier cela de défensif et nous laisser utiliser Diego Garcia, dont nous avons désormais besoin parce que notre installation de chargement vertical a été mise hors service à Bahreïn. C'est de la folie, ce que nous faisons, et nous entraînons nos alliés à participer à cette folie dans certains cas. Larry, en ce qui concerne l'opération sous fausse bannière, comment as-tu perçu les attaques contre Nadjaban en Azerbaïdjan? Parce qu'il y a bien eu des attaques. Et le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré « il faut être prudent avec ça ». Nous avons également eu Aramco en Arabie Saoudite, qui a été attaqué. Comment vois-tu l'ensemble du concept de fausse bannière? Est-ce que cela est en cours? Oh, absolument. Encore une fois, c'est la manifestation du désespoir d'Israël en ce moment derrière tout cela. La raison de l'attaque à Chypre est de tenter d'obtenir une réaction de l'OTAN, de les amener à invoquer l'article 5. Le problème cependant, c'est qu'il faut l'unanimité, et les Français et les Espagnols ont déjà dit, et je crois même que Mélanie aussi, non, 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 nous ne nous mêlons pas de ça. L'Europe sera celle qui souffrira vraiment. Plus tôt que tard, avec l'arrêt des livraisons de gaz naturel liquéfié du Qatar, ainsi que la coupure du pétrole provenant du Golfe Persique. C'est donc là qu'Iran n'a pas besoin de tirer un seul coup de feu, si ce n'est peut-être de lancer un missile anti-navire ici ou là. En contrôlant le détroit d'Ormuz, l'Iran va pouvoir, selon moi, dicter les conditions de la manière dont tout cela se terminera, car les conséquences économiques deviendront énormes. Mais l'autre aspect, c'est les dommages à long terme, ceux subis par Dubaï et Doha. Donc le Qatar avec Doha et les Émirats arabes unis avec Dubaï. Vous savez, ces endroits ont été développés au cours des 25 dernières années. Ce sont, si l'on peut dire, des villes de fête. Le luxe, la gastronomie la plus raffinée. On n'y déneige pas en hiver. Et maintenant, ils sont si vulnérables. Que penseriez-vous si vous étiez quelqu'un ayant investi, disons 5 milliards de dollars dans une propriété là-bas, mais que vous ne puissiez pas vous y rendre parce que les aéroports sont fermés? Et puis, quand tu essayes de partir, tu dois probablement monter dans une voiture et rouler, tu sais, sur environ 1300 km vers le sud jusqu'à Oman. Peut-être que tu peux sortir par Mascate. Donc les répercussions de tout cela sont importantes. Et c'est pourquoi Israël reconnaît que sa seule façon d'essayer de survivre à cette situation est d'impliquer l'OTAN et peut-être l'Azerbaïdjan. Tu sais, l'Azerbaïdjan collabore avec les Israéliens depuis longtemps. Mais ce que fait l'Iran, il ne s'agite pas. Ce n'est pas comme quelqu'un dans une bagarre de bar qui essaie juste de frapper tout le monde. En réalité, il me semble qu'ils ont un plan assez bien organisé. Neutraliser les actifs militaires américains. Attaquer les positions de la CIA dans les différentes ambassades. Et vous savez, la plupart des ambassades, la présence américaine dans le Golfe, ont été fermées. Elles ne sont donc plus actives. Et les propos venant des Saoudiens, des Qataris et des Émiratis reviennent essentiellement à dire « Qu'est-ce que vous nous avez fait, l'Amérique ?» En fait, il y a eu une lettre. L'un des milliardaires des Émirats arabes unis a envoyé une lettre à Trump hier. Mon Dieu, il l'a littéralement écorché vif en disant « Comment osez-vous faire cela? Qui vous a autorisé à le faire ?» Et donc, je pense qu'il y a des rumeurs selon lesquelles ils vont commencer à retirer leur argent, à se débarrasser des bons du Trésor et à investir dans l'or, l'argent ou autre chose. Ils ne vont plus être la tirelire de Washington.
Je pensais justement à quelque chose que Larry m'a mis en tête en parlant des forces terrestres, juste pour lancer l'idée. Ce n'est plus l'Allemagne qui avait autrefois la plus grande installation rome-américaine au monde, réception et mouvement vers l'avant. Le Koweït possédait la plus grande et la plus sophistiquée, tout cela à cause de Desert Shield. Et plus tard, la tentative moindre de Rumsfeld lors de la Seconde Guerre d'Irak. Ils l'ont toujours. Je me demande comment cela tiendrait si l'Iran décidait de la cibler. Je ne sais pas s'ils ne l'ont pas déjà fait, mais je soupçonne que nous avons évacué beaucoup de monde de là-bas parce que c'est très vulnérable. Mais sans cette base, on n'entre pas en Iran avec des troupes terrestres, à moins de lancer un assaut amphibie avec les marines. Et j'ai déjà participé à ce genre de planification. Il n'y a pas beaucoup de plages profondes où l'on puisse faire ça sans être tellement exposé qu'on se fait décimer avant même d'avoir parcouru 1 kilomètre à l'intérieur des terres. Ouais, Larry, nous n'avons pas beaucoup d'informations venant de l'intérieur d'Israël, donc nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Il y a un peu d'actualité qui sortent, parlant de la dévastation ou des conséquences des missiles iraniens frappant Israël. Mais voici une vidéo montrant un soldat israélien confrontant Netanyahou et lui disant « Assez de la guerre, tous mes amis sont morts ». Tu sais, c'est la première fois que la réalité frappe Israël d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et voici les images de cet instant. avant que tu ne montres cela, Nima, laisse-moi te dire ceci. Vas-y, Carl. J'allais juste dire que je pense que ça se produit, peut-être à un moindre degré, mais Netanyahou l'a étouffé. Ça ne peut tout simplement pas sortir. Ouais, Il a une emprise totale sur les médias en Israël. Allez-y, je suis désolé. ouais. Larry, que savons-nous de ce qui se passe en Israël à cause de ces missiles iraniens? Tout ce que nous savons, c'est qu'en Iran, ils n'ont pas accès à Internet pour se connecter avec le reste du monde. Et pourtant, nous voyons encore beaucoup d'images en provenance de là-bas. En Israël, c'est l'inverse. On ne voit rien sortir. Et c'est à cause de l'efficacité des missiles iraniens. Si Israël en abattait vraiment 90%, il le montrerait. Parce que franchement, comment pourrait-il mieux narguer l'Iran? Regardez à quel point vous êtes nuls. Regardez comme vous êtes inefficace. Au lieu de cela, les vidéos qui circulent montrent exactement le contraire, que plus de 90% des missiles passent. Ted Postal s'est entretenu hier avec Danny Davis, et il y a des images montrant ce nouveau, comment déjà, missile Karamsher. Ils le décrivent comme une munition à sous-munition, mais je pense que c'est plutôt un missile à tête multiple indépendante, avec plusieurs véhicules de rentrée indépendants, de petits engins. Donc, l'ogive se détache à environ 5 à 7 km au-dessus du sol, donc tu vois à environ 3000 d'altitude. Elle se sépare, puis libère toutes ses autres sous-munitions, ou petites bombes, chacune avec sa propre charge explosive. Ensuite, elle tombe et se disperse sur une zone. C'est assez remarquable. J'ai parlé avec Stanislav Kropivnik l'autre jour, et en Russie, ils ont en fait accès à certains réseaux sociaux qui ne sont pas disponibles en Occident. Nous, on n'y a pas accès ici, parce que tu sais, les sionistes fervents, comme Larry Ellison, les bloquent sur TikTok. Mais il a dit que Tel Aviv subissait le même traitement que Gaza. Et c'est aussi l'une des autres raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que la nouvelle se répande, selon laquelle l'Iran inflige en réalité des dégâts importants à Israël. Mais la différence, c'est qu'Israël est un tout petit pays. Vous savez, Tel Aviv compte environ 4,1 millions d'habitants et Haïfa environ 1,3 million.
Cela signifie donc que les 2 autres millions sont répartis entre Jérusalem et d'autres régions du pays. Au total, il y a environ 7 millions d'habitants. Ainsi, l'Iran n'a pas à se soucier de bombarder sur des milliers de kilomètres carrés. Alors que les États-Unis et Israël, oui, vous savez, nous pouvons montrer que nous pilonnons Téhéran sans relâche. D'accord, mais Téhéran fait quoi? 3 fois la taille de l'Ukraine, 4 fois celle de l'Irak. Et la raison pour laquelle j'ai évoqué l'Ukraine, c'est que nous avons 4 ans d'images réelles montrant ce que les Russes ont déchaîné. Des missiles balistiques, des missiles de croisière, des bombes planantes, des drones. Et vous savez, ils ont fait des progrès, mais cela montre simplement qu'il n'existe pas de solution miracle qui ferait soudainement disparaître l'Iran et permettrait à Israël d'en sortir triomphant. Cela n'arrivera pas. C'est même l'inverse. Il est bien plus facile de détruire les infrastructures d'un pays où il suffit ils ont au moins 2 ports sur la Méditerranée, Haïfa et Tel Aviv. Une fois ceux-ci fermés, bon courage pour l'économie. Où allez-vous trouver la nourriture et les autres choses nécessaires pour vivre? Et le 3e port, Eilat, sur la mer Rouge, ou adjacent à la mer Rouge, est encerclé par les Houthis. Oui. Je ferai aussi remarquer que ce qui se passe en Europe et dans les capitales ici, Washington en particulier, mais je l'ai aussi vu dans le New York Times, c'est qu'on commence à parler du missile que Larry vient de décrire. Ils utilisent des bombes à sous-munitions. Vous savez, ces Iraniens malfaisants utilisent des bombes à sous-munitions. Et bien sûr, cela vient aussi d'Israël. Oui, bien sûr. Et il y a une convention internationale que les États-Unis et Israël n'ont pas signée. Donc oui, tu vois. Nous les trouvons Ford. Oui, et la Russie non plus. Donc tu sais, c'est une indignation morale sélective. Oui. Un peu comme le rapport sur l'emploi, Nima. Le rapport sur l'emploi sort, puis il est révisé 1 mois plus tard quand personne ne fait attention. Et nous avons récemment découvert que les emplois diminuent. La création d'emplois ne se porte pas très bien dans ce pays. Oui. Carole, comment vois-tu les Européens s'impliquer dans ce qui se passe? Parce qu'on voit la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Et d'une certaine manière, le Canada est tellement imprévisible. À chaque fois qu'il s'exprime, il dit quelque chose de différent. D'abord, il a dit « Nous n'allons pas en faire partie ». Puis il a dit « Je vais le soutenir ». Quelle est ta compréhension de la position de ces pays? Je pense que c'est un tableau contrasté. Il faut examiner le dirigeant en question, puis regarder les sondages. Par exemple, cette histoire de Farage se rendant à Mar-a-Lago pour parler à Trump de manière personnelle. Vous savez, il y va alors que, d'après les derniers sondages britanniques auxquels je fais confiance, et je parle surtout de l'Angleterre ici, même si cela concerne aussi, dans une certaine mesure, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Mais en Angleterre, où ils ont leur propre parlement, et qui est au grand désarroi d'autres comme l'Écosse et l'Irlande, le grand parlement, 29%. C'est le niveau de soutien à cette guerre, sous quelque forme que ce soit, parmi les Anglais. Pourquoi font-ils cela? Ils agissent contre leurs propres intérêts politiques. Eh bien, je suppose qu'ils le font. Je vais être indulgent et dire que c'est à cause de la relation spéciale à la Tony Blair, vous voyez. Mais Tony Blair disposait d'une immense majorité au Parlement, et même lui craignait de revenir pour ce second vote. Il l'a à peine obtenu lors de la Deuxième Guerre d'Irak. La situation politique en Angleterre, en Grande-Bretagne dans une certaine mesure, et au Canada, et rappelons qu'il existe encore là un lien, sinon naturel, du moins historique, est étrange, vraiment étrange. C'est similaire dans d'autres pays d'Europe, comme l'Allemagne, où la population, selon les sondages,
ne soutient en aucune manière ce que fait sa direction. Et pourtant, celle-ci persiste. À mon avis, ce n'est pas politiquement tenable, même dans les démocraties complexes que nous voyons aujourd'hui en Europe. Et cela finira par confirmer ce que j'ai toujours dit, l'OTAN est finie, et le lien transatlantique est aussi fragile qu'il ne l'a été depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement une question d'OTAN, Larry. Je pense que beaucoup de gens se demandent ce qui se passe dans la tête de l'administration Trump. Je regardais les médias britanniques, et tu sais, tous ces pays, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne connaissent ni les objectifs de cette attaque, ni le calendrier. Combien de temps cela va-t-il durer? Et voici ce que Donald Trump a dit, compte tenu de la réalité de ce qui se passe sur le champ de bataille. Encore une fois, j'en appelle à tous les membres des gardiens de la révolution iranienne, de l'armée et de la police à déposer les armes. Vous allez simplement être tués. C'est maintenant le moment de vous lever pour le peuple iranien et d'aider à reprendre votre pays. Après toutes ces années, vous allez avoir la chance de reprendre votre pays. Acceptez l'immunité. Nous vous accorderons l'immunité et vous serez du bon côté de l'histoire. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Ainsi, vous serez parfaitement en sécurité avec une immunité totale où vous ferez face à une mort absolument certaine. Et je ne veux pas voir cela. Oui. Pourquoi quelqu'un, n'importe qui sur cette terre, ferait-il confiance à cet homme plus loin qu'il ne peut cracher? Oui, oui. L'Iran n'a aucune raison de faire confiance à la moindre promesse venant de la bouche de Donald Trump après la trahison d'il y a une semaine. Le 28 février, l'Iran s'attendait à rencontrer des diplomates américains à Genève le lundi suivant, ce lundi-là, pour négocier une possible fin à la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Au lieu de cela, nous avons mené une attaque de type Pearl Harbor japonais. Mais vous savez, cette fois, l'Iran s'y était préparé. Et Trump, cela va détruire, c'est en train de détruire, sa présidence. Son soutien a chuté de façon spectaculaire. Et vous savez, le chaos qui se déroule, je ne sais pas si vous l'avez vu. Jimmy Dore a publié une excellente vidéo montrant chaque fois que Trump, pendant la campagne de 2024, parlait de ne pas s'impliquer. En fait, cela remonte à 2016, à propos du désastre qu'a été la guerre en Irak et de la nécessité d'éviter de refaire la même erreur. Nous devons rester chez nous. Et ensuite, cela contraste avec ce que Trump a dit au cours des 3 dernières semaines. Et tu sais, les électeurs de Trump s'éloignent de lui. Et ce n'est pas seulement une aliénation temporaire, c'est permanent. On ne peut même plus regarder Trump sans être horrifié par la honte qu'il est devenu. Mais il est aussi malveillant. Et tu sais, tu as vu ce que Tucker Carlson a publié il y a 2 jours, une vidéo éditoriale très réfléchie sur le désastre que serait une guerre contre l'Iran. Et qu'a fait Trump? Il est revenu à la charge et a attaqué Tucker personnellement, le traitant d'idiot, de mal informé et l'excluant du mouvement MAGA. Tu sais, ce type est un enfant. Colonel, un article du Financial Times affirmait que les États arabes révisent leur politique d'investissement aux États-Unis. Peut-être cherchent-ils à acquérir, vous savez, une certaine forme de souveraineté économique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il se passe clairement quelque chose au Moyen-Orient, avec l'Iran qui attaque toutes ses bases. Ils se retrouvent sans véritable défense et les États-Unis n'ont pas essayé de les protéger que de près, car ils se concentraient surtout sur Israël et les attaques contre l'Iran. Nous avons également appris qu'ils ont tenté de contacter Vladimir Poutine. Quelle est, selon vous, la signification du concept de base américaine au Moyen-Orient face à la réalité de ce qui s'y passe?
Je vois la situation évoluer de manière majeure et objectivement contre nos intérêts, à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. Peut-être que quelque chose comme le printemps arabe aurait pu être, plutôt qu'un échec, un succès. Autrement dit, les populations de la région se seraient soulevées et auraient renversé leur gouvernement autocratique. Cela ne s'est pas produit. Je ne pense pas que nous soyons nécessairement face à cette perspective aujourd'hui, mais nous assistons, comme tu viens de le dire, à un bouleversement complet des allégeances. Et je ne leur en voudrais pas le moins du monde, car comme tu viens de le répéter, nous ne faisons rien. Tout a commencé avec le Qatar. Cela a commencé lorsque les Israéliens ont en réalité attaqué, probablement avec notre connaissance préalable, ou du moins une connaissance simultanée, un allié. Je crois que nous venions tout juste de les déclarer indépendants du CCG, un allié majeur non membre de l'OTAN ou quelque chose de ce genre. Donc c'est bien ce qui a tout déclenché. Il y avait déjà des soupçons parmi les membres de la famille royale, mais cela a vraiment clarifié les choses. Et maintenant, ça n'a fait qu'amplifier la situation encore davantage. À leur place, je chercherai moi aussi d'autres endroits où placer mes fonds souverains. Larry, à ton avis, quelle est la plus grande question que se posent actuellement ces États arabes concernant leur avenir et la manière dont ils souhaitent façonner la réalité du Moyen-Orient ou de l'Asie occidentale? C'est comme ce que tout le monde recherche dans une relation amoureuse. On veut savoir que l'autre ne couchera qu'avec soi. Et on veut aussi être sûr que quand on se couche le soir, il ne va pas nous poignarder ni nous couper un morceau du corps. C'est là que nous en sommes avec les États-Unis aujourd'hui. Il n'y a plus de confiance. Autrefois, quand une menace de guerre éclatait, il y avait toujours une ruée vers la sécurité. Oh, au moins, avec le Trésor américain, notre argent sera en sécurité. Cet état d'esprit a lui aussi complètement changé. Il n'y a plus de confiance ni de crédibilité envers les États-Unis. Et si les rumeurs qui circulent parmi les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis sont vraies, qu'ils vont retirer leur argent non seulement des États-Unis, mais aussi de ce soi-disant Conseil de la paix, eh bien, ils ont déjà dépassé ce stade. Ils s'ennuient, ENUIA. Alors ils vont passer à autre chose. Et je pense qu'ils reconnaissent que leur avenir économique se trouve du côté de la Russie et de la Chine, pas des États-Unis. Nima, permets-moi simplement d'ajouter quelque chose à cela. La profondeur de tout ça, à mon avis. Et Larry a tout à fait raison. Je ne pense pas... Tu sais, les gens diront, eh bien, débarrassons-nous de Donald Trump, mettons en place une nouvelle administration, tout reviendra à la normale. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Les dégâts que Trump et ses sbires sont en train de causer, à la fois sur le plan intérieur, ce qui, contrairement à ce que pensent la plupart des Américains, est en réalité observé de très près par de nombreux Européens et d'autres à travers le monde, et à l'étranger maintenant, avec cette dernière guerre, cette fureur épique, se font sentir partout sur la planète. Et je ne le pense pas. Ce dernier vote au Congrès, ce Congrès somnolent et lâche, s'est enfin levé et a proposé un projet de loi qui aurait au moins donné une tape sur la main du président pour avoir ignoré la Constitution en ce qui concerne cette guerre. Il a été rejeté non pas par un républicain du mouvement MAGA, mais par Chuck Schumer, le chef du Parti démocrate, certainement au Sénat, et je dirais même dans l'ensemble du législatif. Le monde voit cela. Nous ne nous en remettrons pas. Larry, l'un des principaux objectifs de l'attaque iranienne dans le Golfe Persique contre les intérêts américains étaient les bureaux de la CIA.
Quelle a été leur efficacité, leur réussite jusqu'à présent? Parce que, d'après ce qu'on avait entendu avant que toute cette folie ne commence, on avait appris que le Mossad avait beaucoup d'agents en Iran. La CIA, elle, reçoit des renseignements en provenance d'Iran. Et d'un autre côté, on voit qu'ils attaquent des écoles, des hôpitaux, des places et des stades. On pourrait se demander, s'ils disposent de tous ces renseignements, pourquoi ont-ils besoin de faire cela? Eh bien, ils veulent s'assurer que l'équipe de football iranienne ne participe pas à la Coupe du Monde. C'est pour cela qu'ils font exploser le stade. Ce n'est pas une cible militaire légitime. Ce que je trouve intéressant, c'est que si vous demandez à l'Américain moyen, allez à Dubaï, à Doha, à l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite, et dites-moi où se trouve la station de la CIA, 99,9% des Américains répondraient « Je n'en ai aucune idée ». Eh bien, on dirait que les services de renseignement iraniens ont été plutôt occupés et qu'ils ont fait du bon travail. Ils ont réussi à envoyer des drones pour frapper des endroits précis de l'ambassade qu'ils savaient liés à la CIA. Donc je pense que ce qui a été révélé, c'est quelque chose que la CIA ne veut pas admettre. Ils ne vont pas en parler publiquement. Mais, vous savez, en réalité, il semblerait que les services de renseignement iraniens aient une assez bonne idée de l'endroit où opèrent les agents de la CIA. Et cela signifie qu'ils savent où ils se trouvent. Ils ont des photos, ils observent qui entre et qui sort. Donc vous voyez, c'est encore un autre rappel que les États-Unis aiment se donner l'image d'une puissance toute puissante et omnisciente. Mais en réalité, nous sommes piégés, presque pris en otage par notre propre bureaucratie. Et cette bureaucratie, vous savez, on m'a demandé plus tôt aujourd'hui pourquoi le président Trump ne réagissait pas à de bons renseignements. Et j'ai rappelé ce qui est arrivé au chef de la DIA le 1er juillet dernier, après que la DIA a eu l'audace de déclarer « Non, nous n'avons pas anéanti le programme nucléaire iranien ». Ils ont écarté ce type. Il y a eu des répercussions au sein de la DIA. En mars, nous avons appris que 2 analystes travaillant au Bureau of Intelligence and Research avaient rédigé une note de désaccord dans un rapport quotidien destiné au président. Leur désaccord portait sur le fait que la CIA et la Defense Intelligence Agency affirmaient que les Russes n'étaient pas sérieux au sujet des exigences qu'ils formulaient pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En particulier le discours de Poutine du 14 juin 2024. Mais les analystes du State INR ont soutenu que non, la Russie était tout à fait sérieuse à ce sujet et qu'elle n'allait faire aucune concession. Trump se serait mis en colère et ces analystes ont été écartés. Donc, quand on crée un environnement comme celui-là, qui veut être la personne qui vient dire « Monsieur le Président, vous n'avez pas la puissance militaire nécessaire pour vaincre l'Iran, qu'on s'en débarrasse. » Alors tout le monde d'autre vient, dit au roi ce qu'il veut entendre. Et c'est comme ça qu'on finit par se faire battre. J'ajouterais simplement que je pense que Larry a raison. La CIA est aveuglée par la bureaucratie, le Mossad est aveuglé par l'obstination. Oui, les deux vont de pair. Colonel, Dana Bash a eu une conversation avec Donald Trump, Dana Bash de CNN. Et elle a dit que d'après ce qu'elle pouvait en juger, Donald Trump est en quelque sorte dans l'illusion, pensant que le succès qu'il a eu au Venezuela en changeant le gouvernement va se poursuivre dans le cas de l'Iran. Et voici ce que Dana Bash a rapporté. Je veux aussi te parler d'une autre chose importante dont il a discuté avec moi. C'était une conversation d'environ 5 minutes et elle portait sur la question de savoir qui sera le prochain dirigeant de l'Iran. Il a dit à notre collègue Barak Ravid hier qu'il avait 3 personnes en tête et qu'il voulait choisir lui-même la personne. Je lui ai demandé comment cela allait se passer. J'ai dit «
comment cela va-t-il fonctionner? Et il a répondu, cela va très bien fonctionner, cela va se passer comme au Venezuela. Nous avons là-bas une dirigeante formidable, elle fait un travail fantastique, et cela va se passer de la même manière. Et j'ai dit, d'accord, mais es-tu d'accord pour avoir à nouveau un dirigeant religieux, un autre ayatollah? Et il a répondu, eh bien peut-être, oui. Je veux dire, ça dépend de la personne. Les dirigeants religieux ne me dérangent pas. Je traite avec beaucoup de dirigeants religieux et ils sont formidables. Puis il a ajouté, je dis qu'il faut un dirigeant qui soit juste et équitable, qui fasse un excellent travail, qui traite bien les États-Unis et Israël et qui traite aussi bien les autres pays du Moyen-Orient. Ce sont tous nos partenaires. Il cherche l'impossible. Et la façon dont il parle de sa capacité à le faire, c'est incroyable pour moi. Comment quelqu'un peut-il être à ce point dans l'illusion? Eh bien, écoutez, ce qui s'est passé au Venezuela, et je le sais, c'est pas une opinion, je sais que c'est un fait, il y avait 3 initiés au sein du cercle de Maduro, du personnel de sécurité, qui l'ont trahi pour la récompense de 50 millions de dollars. Il y avait aussi quelques Américains impliqués dans leur contact avec lui, qui ont négocié l'accord et étaient également motivés par l'argent. C'était une trahison totale. La véritable nouvelle, c'est, et peut-être qu'un journaliste la révélera dans la semaine à venir, que Trump n'a pas versé la récompense. Les personnes qui pensaient la recevoir ont été flouées. Donc oui, écoutez, Trump est complètement déconnecté de la réalité et il croit à ses propres absurdités. C'est là qu'on en revient à parler de confabulation, quand on dit des choses qu'on croit vraiment vraies, même si elles ne le sont pas. Et c'est l'un des premiers signes de démence. Il y a des rapports qui circulent, peut-être que Larry peut confirmer ou démentir cela, selon lesquels il y avait 3 individus, ce chiffre me semble juste, je crois, qui ont été en quelque sorte choisis à la main, et nous les avons tués. Ouais, non, je n'ai pas entendu ça. Ils sont toujours en vie. Ah vraiment? Oui, ils veulent leur argent. Non, non, je ne parle pas du Venezuela. Je veux dire en Iran. En Iran. Oui, il y avait 3 personnes que nous surveillions et avec lesquelles nous avions apparemment eu des contacts, qui étaient peut-être des dirigeants du premier mouvement démocratique en Iran, et nous les avons tués. Nous bombardons un quartier du nord de Téhéran, une zone où vivent beaucoup de personnes opposées au régime. Je sais, on ne pourrait pas inventer ça. Oui, oui, je vais devoir te laisser tomber. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. D'accord. La prochaine fois que je te vois, on arrangera cette chemise, d'accord? Ouais. Il va faire chaud ici, alors je vous rejoindrai à nouveau. D'accord, les gars. Au revoir. Prends soin de toi.